que la pluie واخا gifle les carreaux بداها d'Hassan. من ابخي ميدي وبلاتي. Midi d'automne 96, alors que la pluie gifle les carreaux, Hassan II, installé dans un salon de son haras, se livre devant moi, Éric Laurent, à une étrange confidence en politique, dit-il, comme dans la vie. Il faut avoir de la chance. Prenez le cas de ma famille, les Alaouites. Ils avaient émigré d'Arabie Saoudite pour s'installer dans la région marocaine de Tafilent, sans exercer d'influence notable. Puis, une année, les récoltes sont détruites par des essaims de sauterelles. On prie à travers le pays, le mécontentement monte, mais rien n'est fait. Les sauterelles sont de retour. Alors on vient voir mes ancêtres qui descendaient du prophète, soi-disant. On leur demanda de prendre le pouvoir et s'installent. Hassan II marque une courte pause de visage gourmand et dit, et là, coup de peau, les raies de sauterelles s'interrompent. Sourcilleux, implacablement vigilant dans le respect de l'exercice des prérogatives qu'il a lui-même instituées, il devient le marionnotiste qui tire tous les fils. Un jour, au palais d'Ifrane, une vingtaine de personnes l'attendaient dans un salon vêtu de costumes sombres. Certaines conversaient entre elles, mais la plupart patientaient figées. Il était 14 heures. Il était 14 heures, puis soudain, comme un vol d'alouettes, elles se dispersèrent et gagnèrent la terrasse où elles formèrent une longue file silencieuse. Hassan II se tenait debout, la main droite tendue, et chaque courtisan s'avança à son tour pour la baiser avec déférence. Il m'aperçut. « Ah, vous êtes arrivé, monsieur Éric Laurent. Nous allons faire un tour en voiture. Vous monterez à côté de moi. » Il se retourna, son regard détailla les membres de la cour pétrifiés, et brusquement il pointa du doigt 3 d'entre eux. « Vous allez vous installer derrière. Vous êtes un peu gros, mais essayez de vous tasser. » Nous nous trouvions dans un des domaines royaux. Hassan II avait fait installer un élevage de pisciculture et il avait décidé ce jour-là de pêcher des truites au bord d'un lac artificiel. Un serviteur, tremblant, lui apporta plusieurs cannes à pêche. Après 5 lancers, il ordonna au domestique, « Apporte-moi la canne à pêche noire. » Nouvelle tentative infructueuse, puis je l'entendais murmurer, « Ah, elles ne veulent pas obéir. » 10 jours plus tard, palais de Marrakech. L'immense salon qui jouxte son bureau est occupé par une quinzaine de généraux assis, aussi immobiles que des soldats de plomb. Les relations qu'Hassan entretient avec son armée sont empreintes de méfiance. Depuis les 2 coups d'État militaires tentés contre lui, tout à coup, la porte s'ouvre, il surgit tel un lutin espiègle et s'approche d'un homme d'une 50aine d'années à l'allure empruntée, au visage barré d'une épaisse moustache. La main du roi se pose sur son épaule, lui tapote brièvement la joue, comme s'il s'agissait d'un enfant. Alors voilà le petit général qui voudrait aller rendre visite à sa famille. Eh bien, c'est accordé, je t'autorise à partir. L'homme se met à genoux et lui baise la main. Hassan II lance à ses compagnons, je vous verrai plus tard. Propos recueillis par Éric Laurent, Marrakech en 1992. 2 heures après, il se tenait toujours à la même place, mais cette fois plongé dans l'obscurité. Personne n'avait pris la peine d'éclairer le salon, à moins qu'un ordre supérieur. Vous connaissez la suite. L'attente qu'Hassan II impose traditionnellement à ses hôtes est comprise comme un signal qu'il leur adresse. Quand elle est brève, c'est-à-dire lorsqu'elle n'excède pas 2 heures, il est clair que l'hôte en question bénéficie encore de la faveur royale. 3 ou 4 heures d'attente font comprendre à l'intéressé que le roi est mécontent, mais que le retour en grâce est possible. Si l'attente se prolonge au-delà, l'homme se trouve dans l'antichambre de la disgrâce. C'est ainsi que son ancien bras droit, le général Hoffer, attendait une journée entière, comme son successeur Ahmed Dlemi, qui fut assassiné immédiatement après. Personne n'échappait à ce traitement, pas même le prince héritier. Nous nous trouvions au palais de Rabat et il était un peu plus de 13 heures. Le visage fermé, Hassan II, suivi de plusieurs de ses conseillers, portant sous le bras des Marocains épais, s'engouffra dans son bureau. Sans même un regard ou un mot pour le jeune homme qui attendait debout devant sa porte, vêtu d'une djellaba traditionnelle. Il s'agissait du futur Mohamed VI. 4 heures plus tard, le prince héritier se tenait toujours immobile à la même place.
Son père ne l'avait pas reçu en audience. Une erreur de chromosome. Le futur souverain est né en 1963, au moment où son père, le dos au mur, devait affronter une contestation croissante à l'intérieur du pays, mais également une opération de déstabilisation venue de l'étranger, notamment de l'Algérie. À l'époque, l'avenir de la monarchie est des plus incertains. Hassan II impose à son fils une éducation stricte, des châtiments corporels, le fait surveiller en permanence. Et autant il manifestera un profond attachement à ses petits-enfants, autant il se conduira comme un père dur et distant. Le cousin germain de Mohamed VI, le prince Moulay Hicham, évoque en ces termes des châtiments corporels infligés par Hassan II. Un jour, raconte-t-il, le roi s'est rendu compte que les serviteurs étaient gentils avec son fils aîné et moi-même. Il leur a dit « Ce que vous avez enduré, ce ne sont pas des cris de douleur, c'est une mise en scène de cinéma. » Et il s'est mis à cogner 20 coups de fouet. Ignace Dalle, Hassan II, entre tradition et absolutisme. Paris, Fayard 2011. Le prince héritier ne semble pas avoir été l'enfant préféré de son père. C'était un jeune homme plutôt ouvert et rieur, et d'une grande courtoisie, des traits qui semblent s'être complètement évanouis depuis qu'il est monté sur le trône. En 98, Hassan II est malade, fuit même ses proches courtisans, les bouffons qui jusqu'alors le divertissaient. Il vit seul, replié dans son palais, et il sait que son successeur, grâce à lui, disposera de pouvoirs institutionnels sans précédent. La mort qui l'obsède rôde dans le palais. Nul doute qu'il éprouve en ces heures un profond désarroi envers cette toute-puissance qui va bientôt lui être enlevée et de la jalousie pour celui qui va en hériter. À cet instant, il est piégé. Il avait balayé la tradition qui voulait que ce fussent les oulémas qui désignent le futur souverain pour s'imposer en tant qu'aîné comme prince héritier. Et, sous peine de remettre en cause la stabilité monarchique, il a perpétué ce choix, sans enthousiasme. En ces heures, comme si le temps lui était compté, il multiplia confidences et petites phrases. Lorsque moi, Éric Laurent, je lui demandais « Est-ce rassurant pour vous de savoir que votre succession se déroule de façon stable ?» Il répliqua d'une voix cinglante « Jusqu'au bout, je m'interroge. Et malgré les apparences, mon choix n'est toujours pas définitivement arrêté. » Il marqua alors une pause pour mieux accroître son effet et ajouta « Je ne voudrais pour rien au monde que ce pays soit victime d'une erreur de chromosome. » Propos recueillis par Éric Laurent à Rabat en 1998. Une erreur de chromosome. La formule était évidemment d'une violence inouïe, mais impassible, il me regarda la noter sans me demander de l'atténuer. La toute-puissance politique qu'Hassan II lèguera à son successeur se double d'une puissance économique et financière déjà considérable. Dès le début des années 80, il a ordonné la libéralisation de l'économie et a engagé un programme de privatisation. Le bon vouloir du roi s'exerce dans ce domaine là aussi. Les entreprises publiques les plus juteuses tombent alors dans son escarcelle. Mais chaque fois, comme le souligne la presse marocaine aux ordres du palais, avec le plein accord des pouvoirs publics, on s'en serait douté. Le roi rachète ses entreprises publiques à travers l'ONA, l'Omnium nord-africain, qu'il a acquis en 1980 et qui regroupait tous les biens considérables détenus par Paribas au Maroc. Déjà présent dans tous les secteurs de l'économie marocaine, l'ONA va, au fil des ans, beaucoup accroître son périmètre. Le holding royal contrôle ainsi des dizaines de filiales. Dans le secteur de l'agroalimentaire, l'ONA rachète la centrale laitière, Lessieux, Cristal, Cosumar, mais aussi des banques, de l'immobilier, de la chimie, des mines. Robert Assaraf,
qui fut l'un des responsables du groupe, expliquera plus tard, sans mesurer sans doute l'énormité du propos. L'idée était de maroccaniser un maximum d'entreprises cruciales pour le développement du Maroc. L'ONA avait un rôle de locomotive. Fahd al-Iraqi, il était une fois l'ONA, tel quel, numéro 456. Le seul objectif des dirigeants du groupe, qui sont tous des courtisans accomplis, est pourtant bien de donner satisfaction au souverain en maximisant ses profits. Ils savent que le maintien à leur poste en dépend. Entre 81 et 85, l'ONA multiplie son chiffre d'affaires par 7. 72% du volume d'activités sont réalisés dans l'agroalimentaire. Il est facile de comprendre pourquoi. Ce groupe qui détient 43 sociétés au Maroc et en contrôle indirectement 86 autres, l'alimentaire est un formidable marché aux bénéfices importants. Pour une raison simple, des sociétés comme Cosumar, qui détient le monopole du sucre, la centrale laitière, celui du lait, ou l'essieur Cristal, celui de l'huile, opèrent sur des marchés où les produits sont subventionnés. Là encore, l'État marocain courbe les chines sous l'ampleur des prélèvements. Le secteur subventionné tel qu'il est organisé au Maroc vise à puiser dans le budget de l'État pour financer les entreprises royales et leur garantir des bénéfices records. Ce système de subvention, baptisé caisse de compensation, censé acheter la paix sociale, contribue avant tout à enrichir le roi. La stratégie de l'ONA reflète la psychologie d'Hassan II, ne pas tolérer d'opposition à sa volonté. Bientôt, il nommera son gendre, Fouad Filali, à la tête du groupe. Tous les concurrents potentiels de l'ONA sont impitoyablement écartés, quel que soit leur secteur d'activité. Au fil des ans, le Maroc devient de plus en plus un pays en trempe-l'œil, où vie politique et fonctionnement de l'économie de marché ne sont plus qu'illusions. Hassan II aura au moins eu l'habilité de tolérer à côté de l'ONA un secteur privé où des hommes d'affaires pouvaient encore agir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans le cadre de la stratégie de contrôle mise en œuvre par Mohamed VI. Hassan II, interventionniste en diable, décide du casting et des figurants sur la scène publique. Lui qui a dessiné les contours de la monarchie va faire de même avec la vie politique. Entretient le roi. J'étais sur la route et je conduisais, racontait-il, quand je me suis dit il serait bon que dans l'éventail politique il y ait un parti communiste. Je me suis tourné vers Ali Yatta, qui était assis à mon côté, et je lui ai dit tu vas créer un parti communiste dont tu prendras la direction. Entretien avec Éric Laurent à Skhirat en 1993. Il professe un profond mépris pour une classe politique qui veut aux ordres et dont les représentants sont choisis pour leur souplesse d'échine. Un fonctionnement que Mehdi Ben Barka, son ancien professeur de mathématiques, devenu son principal opposant, a résumé d'une formule cinglante. Tu baisses la tête, tu baisses la main et tu finiras par être récompensé. Il adore tirer les fils, jouer les montreurs. Donc je disais, il adore tirer les fils, jouer les montreurs de marionnettes. Un soir, alors qu'il est un peu plus de 22 heures, nous discutions dans son palais de Skhirat, à 30 km de Rabat. Soudain, il glisse dans la conversation. À propos, je vous ai préparé une petite surprise. J'ai organisé pour vous un dîner avec le Premier ministre et les dirigeants des plus grands partis politiques. Je répondis, surpris, merci Majesté, mais quel jour? Il jubile littéralement. Maintenant, ils vous attendent déjà. Comme je m'apprête à partir d'un geste de la main, il maintient de me dire, à propos, je vous ai préparé une petite surprise. J'ai organisé pour vous un dîner avec le Premier ministre et les dirigeants des grands partis politiques.
Je répondis surpris, merci Sa Majesté. Mais quel jour? Il jubile littéralement. Maintenant, il vous attend déjà. Comme je m'apprête à partir, d'un geste de la main, il m'intime l'ordre de rester. Il n'y a pas d'urgence, ne vous inquiétez pas. Il est 0h45 quand il me laisse enfin quitter le palais, et 1h30 du matin quand j'arrive sur le lieu du dîner. Je pousse la porte et je découvre des hommes âgés assoupis dans des fauteuils. Je dis au Premier ministre Karim Lamrani, je suis désolé pour ce retard. Celui-ci me répond, aucun problème, en se frottant les yeux pour se réveiller. Nous vous attendions en discutant. Propos recueillis par Éric Laurent, rabbin, en 1993. Je crois que je vais m'arrêter là. Le chapitre suivant qu'on va lire sera un absolutisme légal. Donc c'est à la page 43. Comme ça, s'il y a un autre volontaire qui veut continuer demain, qui sache qu'on s'est arrêté à la page 43. Im Shaib, 21 ans, mort à Sefrou. À monsieur Imad Al-Kadi, 18 ans, mort à Al-Housseima. À Jawed Ben Kadour, 25 ans, mort à Al-Housseima. À monsieur Jamal Salmi, 24 ans, mort à Al-Housseima. À Nabil Jafar, 19 ans, mort à Housseima. À Abdelwahed Zeydoun, à Fadwa Al-Arwi, immolé par le feu. À Kamal Al-Husseini, à Kamal Al-Amari, mort à Safi. Tous ces gens, je leur dédie cette lecture et je pense à eux et on pense tous à eux. Ils sont pas morts pour rien. Ils sont juste morts pour que le Maroc comprenne une chose toute simple, c'est qu'on n'est pas gouverné, mais qu'on est torturé, assassiné, violenté, volé, et qu'on est tout le temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, des esclaves d'un monsieur très 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 dangereux et qui n'hésitera pas à nous tuer si on représentait ne serait-ce qu'une toute petite menace pour son trône. Soyez sûr de ça. Je vous laisse le mic. Je suis avec vous de tout cœur. Continuez. Et je continuerai de lire demain, quand j'aurai un moment, pour les malvoyants ou les non-voyants ou les aveugles marocains. Bien sûr que je vais le finir. Le livre, je vais le finir en fait en 2-3 jours. Parce que là déjà, on est arrivé à la page 43. Et dans tout le livre, il n'y a que 200 pages. Donc en une journée, 43 pages. En 4 jours, il est terminé. Alors, il ne restera plus qu'à le traduire et le distribuer, et le faire écouter, traduction à l'appui aux gens, aux villages, aux villes, aux Marocains, qui aujourd'hui encore ne savent pas, les pauvres, et disent vive le roi, alors que ce même roi les vole, les tue, les torture, les assassine. Merci beaucoup les frères, au revoir.